Et si je vous disais que travailler plus dur n'est pas la clé pour gagner plus d'argent? La plupart des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Et pourtant, ils restent bloqués au même niveau financier. Mais certains, sans travailler plus d'heures, sans s'épuiser davantage, réussissent à multiplier leurs revenus de façon impressionnante. Comment est-ce possible? Napoleon Hill a révélé un principe puissant. La richesse ne dépend pas seulement de l'effort physique, mais surtout de la manière de penser et d'organiser ses actions. Les riches ne vendent pas leur temps. Ils créent des systèmes, des idées, des leviers invisibles qui travaillent pour eux-mêmes lorsqu'ils dorment. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez découvrir 5 leçons fondamentales qui peuvent transformer votre manière de gagner de l'argent. Ces principes ne demandent pas plus de fatigue, mais plus d'intelligence stratégique. Et si vous les appliquez correctement, vous pourriez changer votre situation financière bien plus vite que vous ne l'imaginez. Ce que vous allez entendre pourrait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le travail, l'argent et la réussite. Leçon 1. L'effet de levier mental. L'effet de levier mental est la pierre angulaire de toute fortune durable. Pour la majorité des individus, le travail est perçu comme une équation linéaire. Une heure de labeur égale une somme définie d'argent. Les riches, en revanche, rejettent cette contrainte physique. Ils comprennent que le corps humain a des limites biologiques, tandis que l'esprit peut concevoir des systèmes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ce changement de paradigme consiste à passer d'un mode exécution à un mode architecture. Au lieu de se demander comment accomplir une tâche, l'esprit riche se demande comment créer un mécanisme qui accomplira cette tâche indéfiniment, sans intervention humaine constante. L'utilisation d'outils et de technologies modernes constitue le premier pilier de ce levier. Dans l'économie numérique actuelle, un logiciel ou un algorithme peut traiter des données, conclure des ventes ou gérer un service client pour des milliers de personnes simultanément. Le coût marginal de reproduction de ces systèmes est proche de zéro, ce qui permet une croissance que le travail manuel ne pourra jamais égaler. Maîtriser le levier mental, c'est comprendre que le code et les médias sont des armées de robots qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. C'est la différence fondamentale entre posséder un emploi et posséder un empire. Le deuxième pilier réside dans le levier humain. Savoir s'entourer de personnes plus compétentes que soi dans des domaines spécifiques permet de multiplier sa propre capacité de réflexion par 10 ou par 100. Le riche ne cherche pas à être le plus intelligent dans la pièce, il cherche à construire la pièce. En coordonnant les talents, il crée une synergie où le résultat global dépasse largement la somme des efforts individuels. Ce levier de capital humain transforme une vision isolée en une réalité collective puissante, déchargeant l'entrepreneur de l'exécution pour lui permettre de se consacrer à la direction stratégique. Enfin, le levier mental implique une gestion rigoureuse de l'attention. Là où la plupart des gens gaspillent leur énergie mentale sur des détails triviaux ou des divertissements passifs, ceux qui réussissent investissent leurs pensées dans la résolution de problèmes complexes à haute valeur ajoutée. Ils utilisent des modèles mentaux pour prendre de meilleures décisions plus rapidement. En minimisant les erreurs de jugement et en maximisant la portée de chaque idée, ils créent une force d'accélération qui propulse leur projet bien au-delà de la simple force de volonté. Leçon 2. La valeur avant le temps. L'un des plus grands mensonges de l'éducation traditionnelle est l'idée que le dur labeur garantit la richesse. En réalité, le marché se moque éperdument de l'effort ou de la sueur. Il ne récompense que la valeur perçue et l'utilité apportée à autrui. Si vous passez 10 heures à creuser un trou pour le reboucher ensuite, vous avez travaillé dur, mais vous n'avez produit aucune valeur. Comprendre cette distinction est le premier pas vers l'indépendance financière. Le revenu n'est pas une récompense pour la fatigue, c'est un certificat de service rendu à la société. Pour augmenter ses revenus, il faut donc augmenter la rareté et l'impact de ce que l'on propose. Un chirurgien spécialisé gagne plus qu'un généraliste, non pas parce qu'il travaille plus d'heures, mais parce que ses compétences sont plus rares et l'enjeu de son intervention est plus critique.
La valeur est intrinsèquement liée à la résolution de problèmes. Plus le problème que vous résolvez est douloureux, complexe ou répandu, plus la contrepartie financière sera élevée. La quête de la richesse est donc, par définition, une quête d'excellence et de spécialisation. Il existe une différence majeure entre la valeur linéaire et la valeur exponentielle. La valeur linéaire est celle que vous apportez en étant physiquement présent, consulting, soins, artisanat. La valeur exponentielle est celle qui peut être déconnectée de votre présence physique, comme l'écriture d'un livre, la création d'un brevet ou le développement d'une plateforme. En se concentrant sur des actifs qui continuent d'apporter de la valeur à des milliers de personnes sans effort supplémentaire, on brise le plafond de verre des revenus liés au temps. Adopter cette mentalité nécessite de se détacher de l'ego lié au présentéisme. Beaucoup de gens se sentent coupables s'ils ne travaillent pas de 9h à 17h, même s'ils ont déjà accompli l'essentiel. À l'inverse, l'esprit axé sur la valeur privilégie l'efficacité radicale. Il s'agit d'identifier les 20% d'actions qui produisent 80% des résultats. En maximisant ces moments de haute contribution, on peut générer en quelques heures ce que d'autres mettraient des mois à produire, simplement parce que l'impact sur le monde est radicalement supérieur. Leçon 3. Les revenus multiples. La fragilité financière naît de la dépendance à une source unique, qu'il s'agisse d'un salaire, d'un seul gros client ou d'un seul investissement. Compter sur un seul pilier revient à construire sa maison sur un terrain instable. Les riches cultivent une vision écosystémique de leurs finances. Ils voient leur patrimoine comme un jardin où différentes plantes poussent à des rythmes différents, fleurissant à des saisons variées. Cette diversification n'est pas seulement une stratégie de croissance, c'est avant tout une stratégie de survie et de sérénité. Le concept de revenu passif est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'argent gratuit, mais de revenus dont la gestion demande beaucoup moins de temps que leur création initiale. Cela inclut les dividendes boursiers, les loyers immobiliers, les droits d'auteur ou les bénéfices d'entreprises automatisées. Chaque nouveau flux de revenus agit comme une assurance contre les aléas de la vie. Si une source se tarit à cause d'une crise sectorielle ou d'un changement de marché, les autres piliers soutiennent la structure globale, permettant de traverser la tempête sans changer de train de vie. L'art des revenus multiples réside dans la synergie. Il ne s'agit pas de s'éparpiller dans 10 métiers différents, ce qui mènerait à l'épuisement, mais de créer des sources qui se complètent. Par exemple, un expert peut vendre ses services, revenus actifs, écrire un guide pratique, revenus de produits, investir ses gains en bourse, revenus de capital, et louer des bureaux pour ses équipes, revenus immobiliers. Ici, chaque flux renforce les autres. La connaissance acquise dans une branche nourrit la croissance des autres, créant un cercle vertueux de richesse. Construire ces flux demande une discipline de fer dans l'allocation du capital. Au lieu de consommer immédiatement l'excédent de leurs revenus, les riches le réinvestissent systématiquement pour acquérir ou créer de nouveaux actifs. C'est l'effet boule de neige. L'argent génère de l'argent qui, à son tour, génère de nouvelles opportunités. À terme, la somme de ces revenus alternatifs dépasse le revenu principal, offrant une liberté totale. On ne travaille alors plus par nécessité, mais par choix, ce qui est le luxe suprême. Leçon 4. La délégation intelligente. La délégation n'est pas un signe de paresse, mais une preuve de respect envers son propre temps. L'erreur fatale de l'amateur est de croire que, pour que ce soit bien fait, il faut le faire soi-même. Cette mentalité limite votre croissance à votre propre capacité d'exécution. Les grands leaders comprennent que leur rôle n'est pas de tout faire, mais de s'assurer que tout est fait par les meilleures mains possibles. Déléguer intelligemment, c'est acheter du temps, la seule ressource que l'on ne peut pas racheter plus tard. Le secret d'une délégation réussie réside dans la clarté des systèmes et des processus. On ne délègue pas une responsabilité sans donner les outils pour réussir. Cela implique de documenter les tâches, de définir des indicateurs de performance, KPI, et d'instaurer une culture de l'autonomie. En créant des modes opératoires standardisés,
l'entrepreneur permet à d'autres de reproduire son excellence sans avoir besoin de sa supervision constante. Cela transforme l'entreprise d'une extension de sa personnalité en une entité autonome et scalable. Déléguer permet de se concentrer sur son cercle de génie. Tout le monde possède une compétence unique qui génère la majorité de sa valeur. Pour certains, c'est la négociation. Pour d'autres, c'est la vision créative ou l'analyse de données. Toutes les autres tâches, administration, logistique, maintenance, sont des distractions qui diluent ce génie. En confiant ces tâches subalternes à des spécialistes dont c'est précisément le métier, on libère l'espace mental nécessaire pour les percées stratégiques qui feront basculer l'entreprise dans une autre dimension. Enfin, la délégation est un acte de confiance qui valorise les collaborateurs. En donnant du pouvoir aux autres, vous développez leurs compétences et leur loyauté. Un leader qui délègue n'est pas quelqu'un qui abandonne le navire, mais quelqu'un qui forme une équipe de capitaines capables de naviguer par tous les temps. Cette structure décentralisée est beaucoup plus résiliente et agile. En fin de compte, la capacité à déléguer détermine la taille du projet que vous pouvez porter. Seul, on va plus vite, mais entouré et organisé, on va infiniment plus loin. Leçon 5. L'effet de la pensée stratégique. La pensée stratégique est l'art de prévoir les coûts plusieurs étapes à l'avance, transformant chaque action présente en un investissement pour l'avenir. Contrairement à la pensée linéaire, qui cherche des gains immédiats et isolés, la stratégie cherche à créer des effets de réseau et des dynamiques exponentielles. Il ne s'agit pas seulement de gagner une bataille, mais de configurer le terrain de sorte que la victoire devienne inévitable. Chaque décision est pesée non pas sur ce qu'elle rapporte aujourd'hui, mais sur les portes qu'elle ouvrira demain. Penser de manière exponentielle exige de comprendre la puissance de l'intérêt composé, non seulement en finance, mais aussi dans les connaissances et les relations. Une petite amélioration de 1% chaque jour ne mène pas à une progression de 365% à la fin de l'année, mais à une multiplication par 37. La pensée stratégique mise sur ces gains marginaux qui finissent par exploser. Cela demande une patience et une vision à long terme que peu de gens possèdent, préférant souvent la gratification immédiate à la construction d'un socle indestructible. Une stratégie efficace repose également sur l'élimination du superflu. Savoir dire non à des opportunités moyennes pour préserver ses ressources, pour les opportunités exceptionnelles, est la marque des esprits supérieurs. La stratégie, c'est choisir ce que l'on ne fait pas. En canalisant toute son énergie sur un point de rupture précis, on obtient un résultat disproportionné par rapport à l'effort fourni. C'est l'analogie du levier. Avec le bon point d'appui et un bras de levier assez long, on peut soulever le monde. Enfin, la pensée stratégique intègre l'adaptabilité. Le plan n'est pas un dogme rigide, mais une boussole. Face aux imprévus, le stratège ne s'obstine pas. Il pivote pour utiliser l'obstacle comme un nouveau tremplin. Il transforme les menaces en opportunités grâce à une analyse froide et objective de la réalité. En planifiant pour l'exponentiel, on accepte une phase initiale de croissance lente, souvent invisible, avant d'atteindre le point d'inflexion où tout s'accélère. C'est à ce moment précis que la stratégie révèle sa véritable magie, laissant les concurrents linéaires loin derrière. Si vous retenez une seule chose de ce message, c'est ceci. Travailler plus dur ne garantit pas de gagner plus d'argent. Ce modèle appartient au passé. Aujourd'hui, ceux qui réussissent financièrement ne sont pas forcément ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui pensent différemment. Napoleon Hill insistait sur un point essentiel. La richesse commence dans l'esprit avant de se manifester dans la réalité. Tant que vous continuez à échanger uniquement votre temps contre de l'argent, votre croissance restera limitée. Mais dès que vous commencez à utiliser des leviers, des systèmes et des stratégies, votre potentiel change complètement. Vous n'avez pas besoin d'être épuisé pour réussir. Vous avez besoin d'être stratégique, automatisé, délégué, créer de la valeur à fort impact et multiplier vos sources de revenus.
Imaginez un instant une vie où votre argent ne dépend plus de vos heures de travail, mais de vos décisions intelligentes. C'est exactement ce que ces principes peuvent vous offrir. Maintenant, la vraie question est simple. Allez-vous continuer à travailler plus dur ou commencer à travailler plus intelligemment?